Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Quintuple Axel, très particulier parce qu'aujourd'hui on se retrouve pour parler des Jeux Olympiques. Et alors, c'est un épisode très particulier parce que là, on ne va pas s'adresser à nos viewers habituels, on ne va pas s'adresser aux gens qui suivent le patinage. Là, on parle à ceux qui n'ont jamais vu de patinage de leur vie, qui vont découvrir le patinage pendant les JO, peut-être qui le regardent tous les 4 ans pour les JO. On parle à vous, on est là pour vous, on a pensé à vous pour vous faire un épisode spécial, pour vous faire un petit peu découvrir qu'est-ce qu'il faut savoir, qui est-ce qu'il faut suivre. Voilà, le guide, le parfait guide du spectateur pour ces JO de Milan-Cortina. Et je suis avec ma très chère Alice. Bien le bonjour, chers habitués et nouveaux viewers. Si vous êtes là, c'est que vous êtes friands un peu de l'actualité sportive. On vous saoule, on va vous saouler avec ça. Les JO, ça y est, nous y sommes. Et donc, bienvenue à tous les nouveaux. Je me présente, moi c'est Alice, j'ai 24 ans, je travaille dans le domaine de l'histoire et je suis une hooligan du patinage artistique depuis maintenant 10 ans déjà. Je suis moi-même accompagnée de ma chère Zélie. À mon tour alors de me présenter. Donc moi c'est Zélie, j'ai 21 ans, je suis à Sciences Po en master de politique publique et moi je suis le patinage depuis 8 ans, ça va faire 8 ans au printemps. Voilà, depuis... Eh ouais, ça commence à faire... J'ai commencé tôt. Pas. Ah, ça nous rajeunit. Ah, on a commencé tôt avec Alice. Et voilà, donc voilà, on a quand même quelques années derrière nous d'expérience, de visionnage, de spectatrice de ce sport. Vous aurez donc des analyses très fines et pas du tout subjectives. Pas du tout. Si vous êtes ici, c'est que c'est pour nous entendre piailler, parce que c'est ce qu'on fait en fait sur cette chaîne. On parle de l'actualité du patinage, et donc c'est pour ça que les JO sont très importants, parce qu'on va tout reviewer. Absolument tout. Rien perdre, tout. Donc voilà, vous avez toutes nos anciennes vidéos, nos reviews de compétition pour cette saison et la saison dernière. Et comme Alice l'a dit, on fera des reviews de tout ce qui va se passer pendant ces JO. Donc, abonnez-vous si ça vous intéresse. Et écoute, je pense qu'on peut rentrer dans le vif du sujet. Attaquons un peu, partons à la guerre. Exactement. Et du coup, pour commencer, avant de parler des favoris et tout ça, posons les bases. Posons les bases pour ceux qui n'ont vraiment jamais vu de patinage dans leur vie. Qu'est-ce que c'est? Comment ça marche? Eh bien, on va voir ça tout de suite. Je ne vous ferai pas toute l'histoire du patinage artistique parce que honnêtement on s'en fout, mais en tout cas ça fait un bout de temps que c'est au JO, parce que le saviez-vous, c'est arrivé au JO en 1908, à la base c'était au JO d'été. Voilà, puis après ça a été basculé au JO d'hiver. Le patinage, c'est donc patinage artistique, c'est 4 catégories distinctes. On a d'abord les catégories individuelles, les hommes, les femmes, et après 2 catégories avec un couple, un duo avec un homme et une femme, les couples artistiques et la danse sur glace. Alors bon, je pense que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble hommes et femmes. Couple et danse, on pourrait croire que ça pourrait être similaire, pas du tout. C'est vraiment pas du tout la même chose. Les couples artistiques, en fait, ça se rapproche vraiment des individuels. C'est-à-dire que vous allez retrouver des sauts, des pirouettes, il y a des portées très impressionnants au-dessus de la tête, des sauts lancés, enfin voilà. Mais c'est vraiment, il y a des éléments similaires avec les individuels. La danse sur glace, c'est pas du tout ça. Il n'y a pas de saut, il n'y a pas de portée au-dessus de la tête. C'est surtout, en fait, des séquences de pas. Et en fait, faut voir ça comme la transposition de la danse de salon et de la danse contemporaine à la glace, en fait, voilà. Donc, on peut retrouver, par exemple, des flamencos, des tangos, beaucoup d'éléments de danse contemporaine, parfois des éléments de danse urbaine, enfin voilà. C'est vraiment de la danse, en fait, en fait, ça porte bien son nom, hein, de la danse sur glace. Donc, vous voyez, comme quoi, c'est bien fait, hein. Et donc, du coup, en fait, comment ça se passe une compétition de patinage? Tous les patineurs vont faire un programme court, ensuite on aura un certain nombre de qualifiés pour le programme libre, ça dépend des compétitions, et après du coup un programme libre qui est donc plus long et avec moins de restrictions et de choses imposées au niveau des éléments. Et en fait, le résultat de la compétition, c'est tout simplement l'addition des scores de ces 2 programmes, ce qui fait que entre programme court et programme libre, les classements peuvent totalement changer. Et donc on peut avoir des remontées comme des dégringolades, et c'est ça aussi qui rend le sport très intéressant à suivre. Alors au JO, qu'est-ce que vous allez voir au JO?
Évidemment, il y aura les compétitions pour chacune des 4 catégories que j'ai citées. Et il y aura également une épreuve par équipe. Alors ça, c'est vraiment intéressant parce que c'est la seule compétition qui fait une épreuve par équipe. Enfin, il y a une autre compétition, le World Team Trophy, mais honnêtement, c'est un peu une compétition de gala, si vous voulez. On s'en fout un peu. Par contre, la compétition par équipe des JO, on s'en fout pas du tout, mais c'est quand même des médailles à la clé. Donc c'est quand même pas mal. Et alors, comment ça marche, cette compétition par équipe, qui ouvrira d'ailleurs les JO en patinage artistique? On a les 10 meilleures nations selon le classement de la Fédération internationale, dont la France. Qui vont aligner à chaque fois un concurrent dans chaque catégorie. Chaque patineur obtient des points en fonction de son classement dans la compétition. Et les gagnants, les pays gagnants, c'est ceux qui cumulent le plus de points sur le cours et le livre. Donc en fait, il faut un petit peu être bon partout pour pouvoir glaner des points un petit peu partout. Voilà, donc ça c'est pour la partie un petit peu présentation. Comment ça va marcher au JO, quelles sont les catégories que vous allez pouvoir voir, pardon. Et maintenant, passons à, je pense, le point le plus obscur du patinage, qui a alimenté moult controverses, moult scandales, c'est la notation. Voilà, donc on va pas rentrer dans les détails parce que c'est compliqué, mais on va juste brosser un panorama très rapide, juste pour que vous ayez une idée un petit peu de qu'est-ce qui est évalué, qu'est-ce qui est regardé, et comment en fait, d'où sortent ces scores qui apparaissent dans le Kiss and Cry à la fin des programmes. Donc, comment est noté un programme? Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a deux parties dans un programme, deux parties distinctes. La partie technique, c'est les éléments, c'est les sauts, les pirouettes, les séquences de pas, et une partie plus artistique qu'on appelle les composantes. Et là, ça va être plutôt la qualité de patinage et le côté artistique du programme. Sur la partie technique, en fait, chaque élément technique vaut un certain nombre de points. C'est ce qu'on appelle la base value, la valeur de base. À cette valeur de points va être ajoutée des bonus ou des malus en fonction de l'exécution de l'élément. Voilà, donc s'il est raté, il y aura un malus. S'il est bien réussi, il y aura un bonus. Ça, c'est ce qu'on appelle les GOE, les Grade of Execution, et c'est évidemment extrêmement important d'avoir les plus hauts bonus possibles. Pendant le programme, vous pouvez voir, en fait, si vous regardez en haut à gauche de votre télé ou de votre ordinateur, vous allez voir une petite boîte avec les noms des éléments qui vont s'afficher, mais surtout leur nombre de points de base et le bonus qui est en train d'être donné en direct par les juges. Donc il sera vert s'il est positif, il sera rouge s'il est négatif, et ça vous permet de voir en fait comment le score technique est en train d'évoluer au fur et à mesure du programme, et donc du coup comment le patineur se place par rapport au leader du moment. Un autre élément important sur la technique, ça va être les niveaux. Ça, vous allez beaucoup en entendre parler, surtout en danse sur glace, parce que c'est hyper important. C'est en fait, faut voir ça un peu comme des critères associés à un élément. Donc on a 5 niveaux, on a le niveau base, 1, 2, 3, 4, plus le niveau est haut, plus l'élément va valoir 2 points. Et donc pour obtenir des niveaux, il faut répondre à certains critères qui sont définis par un PDF très très long de la fédération. Mais ça, c'est pas important. Ce qui est important, c'est que du coup, les patineurs savent ces critères et doivent à tout prix essayer de les remplir, parce que tout simplement, par exemple, une pirouette de niveau 4 vaudra plus qu'une pirouette de niveau 2. Et ce qui est en plus extrêmement important, c'est que en fait les bonus et les malus, ils sont calculés par rapport, en fait c'est des pourcentages par rapport à la valeur de base. Donc, si vous avez un niveau élevé, votre valeur de base est également élevée et vos bonus seront également élevés. Donc en fait, voilà, c'est mathématique, c'est plus, si vous réussissez, tout va mieux s'enclencher, vous aurez encore plus de points à la fin. Voilà, donc là, c'est pour la partie technique en fait. Ce processus-là, il va être répété pour chaque élément. Pour chaque élément, il y aura des niveaux donnés, alors pas tous, par exemple pas les sauts, mais sinon il y a pas mal d'éléments où il y a des niveaux donnés, comme les pirouettes, les séquences de pas, etc. Des bonus et des malus qui sont donnés, à la fin ça donne un score pour l'élément, on additionne tout, et ça fait le score technique. Pour le score artistique, c'est plus simple. Là, en fait, les juges vont donner une note qui peut aller jusqu'à 10, de 0 à 10, par incrément de 0,25, donc 8, 8,25, 8,50, etc. Sur 3 catégories, donc il y a 3 notes différentes. On a d'abord Skating Skills, donc ça va être tout ce qui va être la qualité de patinage, la vitesse d'exécution, la qualité d'écart, la composition. La composition, ça va être toute la chorégraphie du programme, en fait la construction du programme, est-ce que ça correspond bien à la musique, est-ce que ça forme un tout cohérent. Et enfin la présentation, là ça va être vraiment la performance, l'interprétation du programme, est-ce que le patineur vit son programme. Donc ensuite on a à chaque fois une note sur 10, et après tout cela est additionné, multiplié pour que ce soit bien balancé. On va pas rentrer dans les détails, mais ça vous donne les deux parties, on additionne les tout et vous avez le score du programme. Et une petite chose importante à noter, parce que évidemment c'est un sport jugé par des humains, il va y avoir des biais, il va y avoir des scandales, vous allez en entendre parler dans la... Mais non, je peux pas te croire.
Dans le patinage. Mais non. Ça Pas arrive dans tout ce le temps. sport. Mais une petite précision du coup, donc pour tout ce qui est décidé par les juges, à savoir les bonus et malus, ainsi que la partie du coup artistique, la pire note et la meilleure note seront à chaque fois enlevées du calcul final de la moyenne pour l'élément, afin de justement corriger de potentiels biais. Alors ça fait pas tout, hein, clairement, hein, il y aura toujours des placements discutables, des jeux de pouvoir entre les fédérations, bon voilà, c'est... Mais non. Le sport Mais- politique. Mais non. Non. Mais non. Voilà, donc, mais bon, je trouvais ça quand même important de le dire. Mais c'est vrai que voilà, il y aura. En général, le patinage fait parler de ça, hein, ou sinon c'est le dopage. C'est l'un ou l'autre. Voilà. Qu'il est bien ce sport. Bienvenue à Milano Ah, Cortina. bienvenue. Mais du coup, maintenant qu'on a dit tout ça, et vous demandez peut-être, mais où est-ce qu'on regarde? Comment on regarde tout ça? Dis-nous tout, Alice. Vous êtes bien tombés, puisque ici, on a tout. On a tous les réseaux, on a tous les liens, on a tous les tuyaux. Et en fait, alors en France, on est française, je pense que ça s'entendait. Mais s'il y a des francophones, sachez que ce que l'on va dire ne s'applique pas à vous. Ah, plus ou moins en fait, plus ou moins vous allez voir. En France, il y a 2 canaux pour regarder le patinage artistique et pour suivre les épreuves olympiques. C'est France TV. Alors, dans le meilleur des mondes, c'est retransmis à la télévision et dans... Et oui, et sinon, c'est retransmis en direct sur le site France TV Sport. Alors, il y a 8 ans... 8 ans, pour les JO de Pyeongchang, il n'y avait eu pas de souci, tout avait été retransmis. Il y a 4 ans, pour les JO de Beijing, il y avait seulement la moitié des épreuves que France TV avait retransmis sur son site. Donc j'aimerais vous dire que cette année, ça sera toutes les épreuves, mais je ne suis pas capable de vous le garantir. Donc si vous tenez vraiment à être sûr de pouvoir tout regarder sans aucun souci, Eurosport retransmet également les épreuves des Jeux Olympiques. C'est un abonnement payant. Il y a 4 ans, j'avais payé, je crois, 10 balles pour le mois. Mais si vous êtes abonné, je crois, à Canal+, ou ce genre de choses, vous devriez avoir ça. Sinon, si vous êtes... Non, si vous voulez pas donner de l'argent à cette industrie capitaliste, il y a un autre moyen, et c'est là où je m'adresse en fait à tous les francophones et pas seulement aux Français, à savoir le piratage. On vous l'a dit, ça fait quelques années maintenant qu'on est on a un peu de bouteille dans le milieu, on sait où aller pour regarder quand même les compétitions. Et sachez que le patinage, la communauté du patinage, elle est comme ça, elle est très soudée, donc on vous mettra dans le lien de cette vidéo un site internet, ça s'appelle So You Want to Watch Figure Skating, qui va résumer tout ce qu'on a dit. Même si vous n'êtes pas de France, vous pouvez voir quels sont les canaux de retransmission, et il y aura également joint à ce site internet un site pirate qui est chinois. Alors vous en faites pas, c'est normal, tout sera écrit en kanji chinois, c'est ok. Il y aura même peut-être des commentaires en chinois durant la retransmission pirate, mais au moins vous l'avez. Donc voici comment en fait on peut regarder les JO. Alors, et cette année, sur cette Olympiade, on est chanceux puisque chez nous ça se passera durant la journée, pas à 2h du matin. Oui, c'est le même fuseau horaire d'ailleurs, puisque Milan c'est le même fuseau horaire que la France, donc en fait les horaires que vous trouverez sur le site internet, de toute façon je pense qu'on mettra les horaires soit en description, soit quelque part sur la vidéo, mais voilà, les horaires que vous trouverez sur le site des JO, c'est les mêmes horaires que pour la France, donc pas de souci. Mais normalement de toute façon France TV, même s'ils retransmettent pas tout, je pense que dans tous les cas ils retransmettent au moins la fin, au moins les derniers groupes, ce qui est important de voir. Alors pas forcément la télé du coup, mais sur le site normalement ça devrait aller, voilà. Ouais. Et généralement France Télévisions retransmet au moins, même si c'est pas en différé, retransmet en différé. Oui, mettre en différé. Au moins les Français. Au moins les Français. Oui, les Français, puis en vrai, même,
c'est un sport qui se prête bien aux rediffusions parce que voilà, c'est quand même un sport populaire sur les JO d'hiver, donc C'est en même général, le sport le plus populaire des Jeux d'hiver. Voilà. c'est vrai, c'est vrai. Et maintenant, peut-être qu'il faudrait savoir qui regarder. Mais Qui va gagner les JO, Alice? Vas-y! je suis capable de vous le dire ici en avant-première sur le quintuple Axel, c'est Pas du tout. Ado Xiao Yunfa qui va pouvoir gagner, qui va ramener la coupe à la maison. Félix Sourire, on va est dans parler le un déni. peu, pas de pronos puisqu'on en a déjà fait 8 milliards sur cette chaîne, mais on va parler un peu de qui suivre en fait, qui suivre. Et on va commencer avec la catégorie hommes. Alors, pas trop de surprise si je vous dis que le très célèbre Ilya Malinin est favori au titre olympique. C'est mais non, c'est le premier humain, enfin en compétition en tout cas, le premier patineur à exécuter un quadruple axel. Il est actuellement toujours le seul en compétition à pouvoir le faire. Et puis, de manière générale, Ilya ne se résume pas qu'à ça. Et c'est un patineur qui a un patinage assez moderne, qui plaît pas forcément à tout le monde, mais qui, on ne peut pas lui enlever ça, cherche quand même une forme voilà, de modernité, au moins dans ses choix musicaux, et ça se retranscrit dans son patinage. Nous avons également Yuma Kagiyama. Yuma Kagiyama qui est juste le vice-champion olympique en titre. Voilà, le gars il a 21 ans et il est déjà combien de fois vice-champion du monde, combien de fois médaillé olympique, il collectionne les médailles. Et l'atout de Yuma Kagiyama pour le Japon, donc c'est un patineur complet, comme on en fait rarement aujourd'hui, d'une technicité remarquable et d'un artistique remarquable. Ayons un mot pour Mikhail Shaidorov, vice-champion du monde en titre, qui lui est plutôt sur la technicité, mais qui voilà, cette saison est peut-être un petit peu voilà, un petit peu sur le déséquilibre, mais ça vaudra toujours le coup de regarder puisque voilà, techniquement parlant, il est assez impressionnant. On va parler également de Nikai Gadze. C'est à peu près champion d'Europe en titre. Voilà, il a gagné la semaine dernière les championnats d'Europe. Et lui, pareil, très très technique, assez peu artistique. Voilà. Voilà. Mais ça reste, il reste quand même sympa. Il reste quand même sympa et il reste. Voilà, c'est quand même un patineur qui est capable de taper des scores honnêtes. Shunsato qui va aussi aller assez loin, je pense, lui aussi pour le Japon, qui est un patineur très artistique. Il est un peu sur la même vibe que Yuma Kagiyama, un peu très lyrique, très classique, du classico-classique, mais du bon classique. Et on aime ça. Nous parlons d'Ado Xiao Yunfa tout à l'heure, parce que on va avoir une séquence spéciale pour nos Français. Mais parlons des Italiens, puisque Viva Italia, dédicace à tous nos Italiens qui nous regardent. Matteo Rizzo, le vieux de la vieille, le vétéran, mais qu'il est beau, qu'il est magnifique, il est à la maison, il est à Milan. Et suivez Matteo Rizzo, puisqu'il a des programmes très 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 beaux. Un mot également pour Kao Miura. Pareil, toujours dans la même vibe un peu. C'est un japonais, donc les japonais ils sont voilà, très dans le lyrique, très dans le voilà, dans l'artistique. Kao Miura, bien regarder. Pareil pour Kevin Emos, on en parlera tout à l'heure, puisqu'il représente la France. Mentionnons quand même Cha Chun-hwan pour la Corée, qui fut un temps vice-champion du monde en 2023, et qui on n'est pas à l'abri d'une surprise. Déjà, artistiquement parlant, il en jette. Il est très bon techniquement. Vous verrez le meilleur quadruple salco que je pense de cette compétition. Ça va être tout ou rien. C'est soit il va assurer, soit ben voilà quoi. Et je terminerai presque par Denis Vassiliev, qui est là, je dirais, le chouchou du public, avec une artistique incroyable. Quand vous parlez, voilà, moi je vous prêcher une convaincue ici. Regardez Denis Vassiliev pour la Lettonie. Voilà, petite fédération, mais qui est très bien représentée. Et là, je terminerai cette catégorie homme par, je dirais, l'inconnu de cette catégorie qui est à surveiller. C'est Petr Gumenik. Alors, il ne représente officiellement aucun pays, puisqu'il est sous bannière neutre. Vous l'aurez compris, il est russe. Je serais tentée de vous dire, suivez-le, parce qu'en fait, on ne sait pas de quoi il est capable. Il n'a participé qu'à une seule compétition internationale, c'était celle pour sa qualification olympique, et il a démontré, bon,
si il performe comme il a performé à cette compétition, il va pas faire un podium. Mais voilà, on sait pas, ça reste quand même un patineur qui a des propositions techniques assez... voilà, qui il en veut. Est-ce qu'il sera capable d'assumer ces propositions-là? À voir. Passons donc à la seconde catégorie individuelle, à savoir celle des femmes. Et alors là, le bain de sang. Alors là, j'aimerais vous dire, Vraiment. oui, cette personne-là est favorite. Il y en a aucune. Si, peut-être Kaori Sakamoto. Kaori Sakamoto Prime, elle roule sur tout le monde. Kaori Sakamoto Prime, c'est du 230. Mais non, je vous parle, mais vous peut-être les 230, ça vous dira rien. Pardon, c'est la hooligan qui parle. C'est vraiment La hooligan beaucoup. qui parle. Mais Kaori Sakamoto, on parle de quand même une personne qui est 3 fois championne du monde. Voilà, ça pose un peu le décor. Et elle a cette année des programmes d'une beauté qui va nous parler, nous, à français, puisque c'est sur du Edith Piaf. Non, je ne regrette rien. Ces programmes-là vont mettre la larme à l'œil, d'autant plus que c'est sa dernière compétition. Enfin, en tout cas, du moins, c'est sa dernière saison. Après, elle prend sa retraite. Donc, suivez Kaori Sakamoto, favori au titre olympique. Nous avons également la championne du monde en titre, Alyssa Liu, qui, elle, a fait un comeback la saison dernière, qui avait mis sa carrière en suspens, et elle revient championne du monde. À suivre aussi, est-ce qu'elle est capable de faire un podium? Oui, mais est-ce qu'elle est capable de faire le titre? Peut-être un peu moins face à Kaori Prime. Amber Glenn aussi, pour les États-Unis toujours, est favorite à ce podium, et suivez ses programmes, notamment le programme court, puisqu'elle patine sur, rappelle-moi le nom s'il te plaît. Like a Prayer de Madonna. Exactement, et puis elle a un très beau costume, voilà. Amber Glenn, c'est une valeur sûre au niveau de l'entertainment. On sera bien. Toujours chez les États-Unis, Isabeau Levito. Là, on est sur un patinage plus classique, plus lyrique, très américaine là aussi, mais ouais, plus lyrique. Donc si vous êtes plutôt dans cette vibe un peu classiciste, allez sur Isabeau Levito, c'est une valeur sûre. Est-ce qu'elle peut faire podium? C'est une bonne question parce que à côté, vous avez Moneshiba. Vous avez Moneshiba pour le Japon, qui là aussi est une très grosse concurrente. Et là, on entre chez cette catégorie des japonaises qui sont du classico-classique, très lyrique, enfin voilà quoi, c'est vraiment, si on peut avoir une image cliché du patinage, ça serait eux, mais eux ils l'élèvent en fait, ils élèvent ce cliché là pour le surpasser. C'est un patinage qui est très beau, à l'image du patinage de Ami Nakai, qui est la plus peps entertainment. Ça va être intéressant de voir aussi le patinage de Ami Nakai, qui a fait également une saison très remarquable. Donc ça va être intéressant de voir. Parlons également de Anastasia Gubanova, plusieurs fois, je crois, du moins championne d'Europe. Donc ça va être intéressant. Est-ce qu'elle lock-in ou pas sur ces Olympiades? Voilà. Est-ce qu'elle est capable de faire un podium? Je sais pas. On pourra demander la même chose à Nina Petrokina, 2 fois championne d'Europe, qui sur ses derniers championnats d'Europe a démontré des scores très intéressants. Il y a un monde où, voilà, il y a un monde, en tout cas, ça va être notre meilleure représentante européenne, je pense, durant ces Jeux, Nina Petrokina pour l'Estonie. Donc pareil, une petite fédération, mais qui envoie du lourd. Qui envoie du lourd également? Loena Hendricks. Alors Loena Hendricks, c'est une vétérante, mais c'est une guerrière aussi. Loena, elle revient cette saison-là, puisqu'elle a été blessée toute la saison dernière. On parle quand même de quelqu'un qui est plusieurs fois médaillée du monde, plusieurs fois médaillée d'Europe, championne d'Europe également. Est-ce que Loena pourra prétendre à un podium? Loena Prime pourrait, mais est-ce qu'elle est à son prime? Voilà, c'est toute la question. Nous parlerons de notre française Lauryn Shield tout à l'heure, mais on va évoquer pareil le cas de ces athlètes neutres. Il y en a 2 chez les femmes, ces athlètes russes en fait, et notamment le cas de Adelia Petrosian, qui est un cas. J'aimerais pouvoir vous donner un avis plus ou moins tranché, mais je n'en suis pas capable, puisque elle n'a jamais
fait de compétition internationale, si ce n'est cette compétition de qualification pour les Jeux Olympiques. Alors en Russie, chez elle, ses scores sont très gonflés, et ça c'est en fait de manière objective, ces scores sont très élevés, mais sur cette compétition internationale qu'elle a fait de qualification, ce score est a relativisé beaucoup plus. Est-ce qu'elle peut faire podium? Oui. Est-ce qu'elle peut faire titre olympique? Je sais pas. Voilà. Donc, c'est un peu ce qu'on pouvait dire sur cette catégorie femmes. Vraiment, les noms qui vont être à suivre. De manière générale, suivez les 2-3 derniers groupes de chaque catégorie. Ça vaut aussi pour la danse sur glace. Nos viewers habituels sauront combien nous aimons cette catégorie. La pire de toutes. Voilà. Vous avez de l'objectivité ici, d'accord? Peut-être on peut dire pourquoi on dit ça. On dit ça parce que comme il y a... On va dire qu'il y a pas de saut, il n'y a pas d'éléments qui se voient quand on les rate. C'est-à-dire qu'il y a un peu plus de place à l'interprétation des juges, si vous voulez. C'est pour ça que du coup, c'est souvent dans sur glace qu'il y a des scandales. On peut par exemple citer, vous en avez sûrement entendu parler, en 2014, le couple russe qui vole une médaille de bronze à Péchala Bourza pour les Français parce qu'on était à Sochi. Et donc il fallait qu'un couple russe soit sur le podium. Voilà, c'est ce genre de jeu dont on parle dans sur glace. J'entends rien. Donc, non. Voilà. Non, mon cœur reste fermé. Oh putain. Ce sport de l'enfer, du coup, qui suivre peut-être les médaillés, les titres, j'ai plus les mots, les champions en titre, voilà, de danse sur glace, les Américains Shockbait. Allez, on essaie d'être objectif. Shockbait. Ils ont un patinage. Ils ont un patinage. Voilà. Non, soyons objectifs. Bon, ils sont les champions. Ils restent quand même les champions 2 fois, 3 fois, je ne sais plus. Si 3 fois champions du monde en titre, ils ont quand même une proposition technique plus importante que les autres. Donc ça, ils sont clairement prétendants au titre olympique. Mais la concurrence, elle est là. J'allais te demander, ma chère Zélie, mais qui sont les concurrents de Shockbait? Eh ben, les concurrents de Shockbait, on en parlera un peu plus en détail dans quelques instants, mais c'est les Français, Laurence Fournier-Baudry et Guillaume Cizeron. Et si vous voulez savoir pourquoi on fait cette tête-là, allez voir nos vidéos sur le sujet. Mais on en reparle juste après dans la partie pour l'équipe de France. Mais ce sont pas les seuls qui peuvent rivaliser avec Shockbait. Ah, j'avais parlé. Je croyais que c'était une perche pour parler de nos autres Français, qu'on a parlé de tout à l'heure. Lopar et Fabriceau, on parlera tout à l'heure, mais en effet, ils ne sont pas les seuls, puisque les Canadiens, Gilles Poirier, Piper Gilles et Paul Poirier, sont des concurrents. Et en tout cas, sont des prétendants au podium olympique, et ils en sont tout à fait capables, avec de très beaux programmes, notamment leur danse libre. Qui est de toute beauté, qui est magnifique, voilà. Et il faut mentionner également notre plus belle représentation européenne digne du podium, à savoir les Italiens, on est toujours là, Viva Italia, Charline Guignard et Marco Fabri, je suis désolée, qui sont plusieurs fois champions européens, voilà, c'est les papis et mamies de cette épreuve, et leur danse libre, moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, voilà. C'est à suivre. Mais qui d'autre est à suivre? Les Anglais, Fear Gibson. Les 2 programmes qu'ils proposent sont gaulerie de ouf. Voilà, sont gaulerie de ouf. On va pas vous spoiler parce que c'est une très belle... on s'y attend pas forcément. Allez, surveillez-les. Fear Gibson pour l'Angleterre, allez voir Fear Gibson. On est toujours sur de la petite fédération. On a parlé de l'Estonie, on a parlé de la Lettonie. L'Espagne. Je vais pas parler de l'Espagne parce que sinon je vais me mettre à pleurer, d'accord. Je suis une hooligan de Javier Fernandez qui 8 ans auparavant avait gagné une médaille olympique. Bref, pour l'Espagne, Smart, Dick, Olivia Smart et Tim Dick, qui sont une très belle représentation de l'Espagne pour ces Olympiades, qui ont des programmes très intéressants, surtout leur danse libre, qui, petit indice, c'est sur Dune. Voilà, les gens l'aiment beaucoup, ce programme, et il va, je pense, trouver son public lors de ces JO. Donc, Smart Dick pour l'Espagne, à suivre.
Pour terminer un peu ces favoris à suivre, nous parlerons bien évidemment de la catégorie couple, qui là aussi regorge de ces petites pépites, et notamment, mesdames, messieurs, Haz Volodine. Voilà, ce n'est pas du tout un parti pris, si je commence par eux. Les Allemands, Haz Volodine, qui ont un patinage... ah ouais, ici on l'aime. Hein. Ici on l'aime. Et qui sont favoris pour cette... non seulement pour le podium, mais pour le titre olympique. Ils devront pour cela affronter Riku Miura et Ryuichi Kihara, les Japonais, qui sont les précurseurs de cette discipline dans leur pays. Que dire sur eux si ce n'est qu'ils sont déjà médaillés olympiques, qu'ils sont champions du monde, qu'ils ont plusieurs médailles mondiales autour de leur cou. Donc voilà, on parle pas de n'importe qui quoi. Riku Miura et Kihara, ça va être clairement un couple à suivre pour la première place du podium olympique. Mais pour ça, si on parle du podium olympique, il faudrait parler de nos Italiens. Alors, on est toujours à Viva Italia, hein, Sara Conti et Niccolo Macci, qui eux aussi ont des propositions artistiques intéressantes, qui sont super cool à regarder, je trouve. Donc, les Italiens Conti Macci, là aussi, à regarder. Parlons peut-être de ces alors nouveaux, oui et non, mais qui la saison dernière surtout se sont pas mal illustrés, qui ont confirmé cette saison, donc à surveiller également. Anastasia Metelkina et Luca Berulava pour la Géorgie, qui sont actuellement les champions d'Europe en titre. Là aussi, ça va se jouer voilà, entre ceux que nous venons de citer pour le podium olympique, sans oublier les Canadiens qui il y a 2 ans ont été championnes du monde, à savoir Dina Stellato-Dudek et Maxime Deschamps, qui sont, je crois, les plus vieux de cette compétition en termes de patinage. Oui, voilà. oui. Dina Stellato-Dudek, de ça aussi. 42 ans, mais qui ont toujours, voilà, qui arrivent à se positionner parmi les plus grands, qui ont des propositions intéressantes. Mentionnons quand même, pour une représentation, on va dire, européenne, les Hongrois Maria Pavlova, oui, voilà, excusez-moi, et Alexei Ziachenko. Les Italiens Riccardi Ambrosini, ainsi que les Allemands Hauke Kunkel. Nos Français qui ont réussi à se qualifier très récemment, là, il y a peut-être 2 jours, je crois, à l'heure où on parle. On en parlera. On en parle presque maintenant, puisque nous allons parler des favoris pour l'épreuve spécifique des JO, à savoir l'épreuve par équipe. Exactement. Alors, si vous avez bien compris comment fonctionnent les épreuves par équipe, vous vous doutez que les nations qu'on a beaucoup citées pendant cette preview sont également les nations favorites pour le titre olympique par équipe. Et à ce regard, il y a vraiment 2 nations qui se détachent assez largement pour ce titre. D'abord, c'est les États-Unis, c'est les ultra favoris. À part peut-être en couple, ils ont globalement le top 3 des patineurs, voire le top 1 des patineurs mondiaux dans les 3 autres catégories. De l'année dernière, si on prend les champions du monde de l'année dernière, à part en couple, ils sont tous américains. Exactement. Donc, en fait, voilà, ils ont même l'embarras du choix. Genre, pour les femmes, en vrai, les 3 pourraient prétendre à des places dans l'équipe. Il va y avoir des choix très compliqués à faire du côté des États-Unis. C'est clairement l'équipe à battre. Et la seule équipe qui, je pense, peut aller les chercher, c'est l'équipe du Japon. L'équipe du Japon, c'est très très fort en individuel, c'est très très fort en couple, on l'a vu, par contre en danse, ils sont inexistants. Donc en fait, là où les États-Unis, leur faiblesse, ça va être les couples, pour le Japon, ça va être la danse. Donc il faudra évidemment que tout le monde performe à son meilleur niveau, et surtout les duels en individuel vont être extrêmement intéressants, parce que ça va être un petit peu une répétition de la vraie compétition. Un avant-goût, ouais, voilà, ça va être un avant-goût. En tout cas, le Japon, c'est à peu près les seuls qui peuvent aller chercher les États-Unis. C'était déjà d'ailleurs le podium en 2022. 1 États-Unis, 2 Japon. C'est encore en débat pour la médaille de bronze parce qu'il y a la Russie et les États-Unis. Ils l'ont réussi, hein. Enfin, ils l'ont. Alors, ils n'ont pas été médaillés officiellement parce que je sais, j'étais à la cérémonie de médaille des États-Unis et du Japon. Non, pas le Canada. Mais non. Ah, mais oui, je confonds. Mais oui, tu confonds. C'est-à-dire qu'en fait, c'est la Russie qui a gagné la médaille de bronze, mais comme il y a eu une affaire de dopage, en fait, il y a eu des réclamations, il y a eu des machins, donc pour l'instant, en fait, il n'y a pas de médaille. La médaille de bronze n'a pas encore été attribuée, personne ne l'a reçue encore. Oui, voilà, c'est du dopage. Non.
Je n'y crois pas. Mais là, point de Russie pour cette épreuve par équipe. Le Canada, qui du coup est quatrième et dans la réclamation pour la troisième place en 2022, là, semble vraiment très très loin du podium. À nos amis canadiens, à part en danse, y a pas, et éventuellement en coupe, il n'y aura pas grand-chose. Les deux nations à suivre pour le podium, à mon sens, c'est l'Italie et la Géorgie. Je vais commencer par la Géorgie. La Géorgie, c'est vraiment une nation. Enfin, les deux, c'est des nations émergentes. Mais la Géorgie, encore plus, parce qu'ils ont vraiment pas une si grande tradition que ça de patinage. Et là, ces dernières années, on a vu émerger dans toutes les catégories des patineurs capables de jouer les premiers rangs, les premiers rôles au niveau mondial, que ce soit Nika Igadze, Anastasia Gubanova, Metelkina Berulava en couple ou en danse, on les a pas cités, mais ils ont un couple. Davis Smolkin, ouais. Donc, en vrai, franchement, c'est assez solide dans toutes les catégories. Peut-être un tout petit peu moins en danse, mais sur les trois autres catégories, ça peut vraiment être fort. Gubanova, faut voir aussi ce qu'elle peut faire. Enfin, ça va dépendre de si elle est forte ou pas, parce qu'elle est quand même pas très connue pour sa régularité. Par contre, et bon là, je vais être totalement biaisée, mais il y a peut-être une très belle histoire qui peut s'écrire avec l'équipe d'Italie, qui sera à domicile, et c'est pas du tout des loulous de les envisager pour le bronze, parce que chez les hommes, on n'en a pas parlé, mais ils ont Daniel Grassel qui, à son meilleur niveau, peut quand même rapporter des points. Ils ont Matteo Rizzo aussi, qui, pareil, à son meilleur niveau, est vraiment bien placé. Chez les femmes, du coup, là où c'était un petit peu une catégorie faible pour l'Italie, on a eu l'émergence de nouvelles patineuses, comme Lara Naki-Gutmann, qu'on aurait pu aussi évoquer chez les femmes, et moi, il y avait déjà beaucoup de monde à dire. Et du coup, comme on vous l'a dit, que ce soit en couple ou en danse, ils ont des duos au meilleur niveau. Donc voilà, ça va être un vrai duel entre ces deux pays pour la médaille de bronze. Je vois pas bien quelle autre nation pourrait s'immiscer sur le podium. Pour moi, ça va vraiment se jouer entre ces deux-là. Et la France s'est qualifiée. Il n'y aura pas de grande chance. Ne faites pas trop de plans sur la comète, sur les chances de la France, sur l'épreuve par équipe. Mais on va pouvoir parler des chances de la France de manière générale avec notre équipe de France. Juste maintenant. Ah là là. Ici, sachez que vous aurez 0 objectivité, 100% chauvinisme. Ça fait combien de temps qu'on est là à piailler sur la France, et notamment, mesdames, messieurs, on va en parler tout de suite. Voilà, mesdames, messieurs, voilà. Attention, une fois. Voilà. Et hop là, c'est dit. Voilà, parlons de cette équipe de France, et c'est impossible de ne pas en parler sans évoquer le nom de notre chouchou ici, Adam Siaoui-Mfa, dans la catégorie masculine. Que dire sur... Eh bien, alors, nous déjà, vous avez compris, on l'aime beaucoup. Et alors, il faut le dire, double champion d'Europe, médaillé mondial, à son meilleur niveau, Adam Siaoui-Mfa, ça peut totalement faire un podium olympique. Maintenant, il faut le dire, cette dernière saison, il a été pas mal embêté par des blessures qui l'ont empêché justement d'être à son meilleur niveau. Il a fait l'impasse sur les championnats d'Europe, donc on ne sait pas bien son niveau. C'est un petit peu l'inconnu. En fait, ça peut être quitte ou double. Si Adam est clean, il a les capacités de faire une médaille olympique. C'est clair et net. Très clairement. Ça fait longtemps qu'il n'a pas été clean, encore plus sur le programme court et le programme libre. Mais tout reste ouvert. Il suffit d'une seule... exceptionnel. Ouais, il suffit d'une seule compétition, et on sait à quel point Adam, sa signature un peu, c'est les remontadas. Sa médaille mondiale, il l'a chopée en étant 19e au programme court et en finissant 2e du programme libre. Donc on parle de quelqu'un qui surtout aussi, et là dans ces JO, ça va impacter, puisque en fait parmi les différents concurrents qu'on a là, et Adam en fait partie, on a trois patineurs qui sont capables d'atteindre plus de 300 points. Et je pourrais parler du quatrième aussi, Boyang Jin, mais bon, c'est lui m'a interdit d'en parler, puisque apparemment... Parce que Boyang Jin n'a pas performé depuis 5 ans, voilà. En fait, dans l'histoire du patinage artistique, depuis, voilà, comme vous l'a dit, 1908, il y a 8 patineurs qui ont été capables d'aller au-delà de 300 points au cumulé, et vous en avez 3 de ces 8, Ilia Yuma et Adam Siaoui-Mfa. Donc un Adam clean, ça fait plus de 300 points. Donc exactement.
Voilà. Et puis, artistiquement parlant, mais Adam, il nous sert à manger, c'est le buffet à volonté. Miam! Ces programmes-là qu'il propose cette saison, c'est pour moi sa masterpiece. Le concept, c'est un peu concept et tout, mais ça marche tellement bien puisque nous avons en fait en face de nous, enfin Adam Sierwinfa, sans doute l'un des meilleurs exécutants au niveau, on parlait voilà, de tout ce côté un petit peu skating skills et tout ça. Adam est extrêmement fort sur tout ce qui est les séquences de pas et aussi sur tout ce qui est artistique. En bref, Adam Sierwinfa, c'est un peu notre espoir. C'est un peu notre espoir depuis Philippe Candeloro, donc en fait ça fait 30 ans voilà, qu'on n'a pas eu de médaille olympique. Alors Adam, ramène la coupe à la maison s'il te plaît quoi. Donc on n'a pas eu de médaille olympique chez les hommes, hein, parce que dans notre catégorie c'est plus récent. Et notre autre représentant français chez les hommes, c'est Kevin Emos. Alors Kevin Emos, c'est un peu la même chose qu'Adam, mais pas pour les mêmes raisons. Non. Alors, on a un petit passif avec Kevin Emos sur cette chaîne, voilà. Mais bon, Kevin Emos, c'est pareil. À son meilleur niveau, c'est top 5 mondial. Il l'a déjà fait. À son meilleur niveau, pas plus tard que l'année dernière, au dernier championnat du monde, Kevin, il est top 5 mondial. Voilà. Ouais. Donc, c'est vraiment tout à fait crédible parce qu'il a pas forcément un contenu technique très développé, mais par contre, un sens artistique. Sûrement un des meilleurs du plateau. Très honnêtement, il y a peu de monde qui peut s'asseoir à sa table au niveau artistique. Maintenant, le problème, et c'est un problème majeur, c'est que ces dernières années, Kevin a eu une tendance à s'effondrer complètement, notamment sur les programmes courts, qui faisait qu'il ne se qualifiait même pas pour le livre. Et enfin voilà, il manque, enfin vraiment, il y a un manque de régularité. Ça fait très longtemps qu'il n'a pas fait. En fait, il y a eu les mondiaux où en effet il a fait une très bonne compétition, mais là, pour ne vous citer que les derniers championnats d'Europe, il y a 10 jours, où il ne s'est pas qualifié pour le livre. Voilà. Donc en fait, on ne sait pas à quoi s'attendre avec Kevin. Ça rassure. C'est pas très rassurant. On sait que à son meilleur niveau, ça peut être très très fort. Ça peut le faire. Maintenant, en fait, évidemment, on espère que ce soit un bon jour pour Kevin, mais on peut pas. C'est vraiment lancer une pièce. C'est vraiment pile ou face. Donc, oui, ouais, exactement, tout ou rien. Mais en tout cas, dans tous les cas, bon, je suis pas une grande fan de ces programmes cette saison, mais ça reste un patineur à regarder parce que c'est vraiment quelqu'un qui vit ses programmes, qui vend ses programmes et qui performe vraiment. C'est un vrai artiste, quoi. C'est vrai que depuis, sur les cas de Adam et Kevin, on vous parle d'une grande artistique, mais c'est parce que, et vous allez le voir en fait dans cette équipe de France, on a cette signature, ce côté très franco-français qui et c'est ce côté très artistique, un peu innovant et tout. Et c'est une vraie marque, comme on voit un style japonais, comme on voit un style nord-américain, un style russe. Et ben nous, on a notre style français et Adam et Kevin le représentent assez bien. Tout à fait. Chez les femmes, nous aurons Lauryn Shield. Alors, Lauryn Shield, ça va être ses premiers JO. Elle est encore assez jeune, je sais pas quel âge elle a, mais genre 20-21 ans dans ces eaux-là. Pour Lauryn, vous l'avez vu, le plateau féminin, il est extrêmement dense. Ça va être plus, voilà, ça va être de acquérir, enfin, ça va être ses premiers jeux. Elle y va pas forcément pour faire un résultat. Vas-y pour la vibe, vas-y pour le kiff, Lauryn. Exactement, voilà. Mais c'est, enfin, bon, de toute façon, je pense que vous en entendrez parler, puisque bah, elle est française et voilà. Mais c'est une patineuse très, très jolie, très sympa à regarder. Ses programmes sont toujours hyper agréables à regarder, hyper bien faits. C'est Gabi Papadakis. Gabriela Papadakis qui les chorégraphies, donc c'est gage de qualité. Et ouais, bon après voilà, elle va pas jouer le podium olympique, elle va probablement même pas jouer le top 10. Mais un top 15, ça peut le faire. Un top 15, ça peut le faire, voilà. C'est à peu près son niveau dans la hiérarchie. On lui souhaite que du bonheur. On lui souhaite que du bonheur. En coupe, bah donc du coup, la nouvelle est tombée là avant-hier. Alors on enregistre, on savait pas, ils étaient en suspense. Les Kovalev, Camille et Pavel Kovalev, qui ont arraché leur qualification. Ils étaient premiers remplaçants et il y a un couple devant eux qui ne patinent plus ensemble, qui du coup a laissé sa place. Et c'est vraiment bien parce que ils avaient eu un petit peu, ils avaient eu des mondiaux l'année dernière compliqués, ils disaient qu'ils n'avaient pas eu le quota directement, ils n'étaient pas à leur meilleur niveau. Ils ont connu quelques galères ces dernières saisons. À leur meilleur niveau, ça pouvait s'approcher du top 10 mondial. Maintenant, ces dernières saisons, c'est un peu plus compliqué. C'est un peu comme Lauryn. On va pas attendre d'eux un podium, mais voilà, ça va être aussi leur premier jeu. Voilà.
le kiff, Surtout la qu'ils vibe. font aussi l'épreuve par équipe, donc... Bah Laurine aussi du coup. Oui, voilà. Mais voilà, ils vont expérimenter les JO, mais on n'attend pas, enfin voilà, on va pas être des loulous. On n'attend pas des folies de... Par Par contre, on danse. contre, par contre, en danse, là, il va y avoir des folies, et peut-être pas dans le bon sens du terme. En danse, vous n'avez pas pu passer à côté de Laurence Fournier-Baudry et Guillaume Cizeron. Le retour de Guillaume Cizeron, champion olympique en 2022. Alors, nous n'allons pas nous étendre sur tout ce qui est autour de cette affaire. On vous renvoie, on mettra en fiche, ça va s'apparaître là, au moment où je parle, quelque part sur l'écran. On vous mettra les 2 vidéos qu'on a réalisées à ce sujet. Une vidéo au moment du retour de Guillaume l'année dernière et une vidéo sortie il y a quelques jours sur le livre de Gabriela Papadakis. Cela dit, ils sont tout à fait favoris pour un podium olympique. Oh, putain. Voir le titre. Oh, Ce serait vraiment une surprise de ne pas les voir sur le podium, vu les scores qu'ils ont obtenus cette saison. Et le vu quand même score leur qui qualité de pop, patinage. hein, d'accord, les juges, ils sont... Voilà, on vous parle d'objectivité à la poubelle. Dehors. Ouais, les juges les aiment bien, c'est un euphémisme. Après, ils ont des programmes efficaces pour la saison olympique. Ils ont, bah, ce sont des patineurs très talentueux, il faut le dire. Oui. Donc voilà, les scores sont un peu gonflés. Les places, en général, enfin moi j'ai pas trouvé les placements qu'ils ont eu cette saison volés. Les scores un peu. Mais donc ça peut jouer avec Madison Chock et Van Bate, en sachant qu'à leur seule confrontation cette saison, Laurence Fournier-Baudry était tombée, donc ça a un peu faussé les résultats. Enfin du coup forcément ils ont fait deuxième derrière eux. Mais en tout cas, c'est une énorme chance de médaille française. Clairement, oui, voilà. Clairement, si on doit attendre au moins une médaille française lors de ces JO, ça va être en danse sur glace et voilà quoi. Ça va être eux. Mais on a également un deuxième couple en danse sur glace. Ah Le Pareva et Geoffrey Brissot. Alors, ils viennent de Bordeaux, au BSG. Alors eux, voilà, on les aime beaucoup ici. Ils ont les fous du bus. Des programmes extrêmement intéressants cette saison. Pour vous dire, ils patinent sur I'm Blue, Dabedi Dabeda. Et puis voilà, une danse libre aussi, qui est une très belle sur Björk. Et, ouais. Et ça leur va très très bien. Et le Pareva Brissot, ça joue largement le top 10. Ouais. Et ça peut s'approcher du top 5. Peut-être pas à l'atteindre, mais ça peut s'approcher. En tout cas, ouais. Mais c'est sur vraiment... un jour, ça peut, hein, ça peut. Ouais. Donc ils seront clairement, ils sont à suivre. Ouais, et ils sont drôles. Je sais pas, ils seront invités au gala. Ils sont drôles. Oui. Ils ont toujours des programmes hyper intéressants, hyper novateurs, hyper originaux. Donc vraiment, regardez leur programme pendant que Alice essaye de se faire un... Je sais pas quoi avec son écharpe France. Mais voilà, du coup, voilà, c'est un petit peu notre équipe de France. Et puis, bah, ça conclut un petit peu cette présentation du patinage artistique au JO. On voulait faire court, mais je sais pas combien de temps on a piaillé. Mais ça va être ça. Hein. Bah... Là, on vous prépare pour une review pour chaque épreuve, enfin pour chaque catégorie. Je sais clairement pas combien de temps on va passer à vraiment analyser. On va passer toutes les 2 semaines à enregistrer littéralement une fois tous les 2 jours. Le planning il va être chargé. J'ai un concours dans 1 mois. Abonnez-vous, partagez la vidéo si ça vous a plu. Commentez si vous avez des questions, s'il y a des points que vous n'avez pas compris. On est là. Si vous voulez d'autres de nos avis. On sera très très heureuse de vous les donner, nos avis. Bien sûr, vous avez bien compris, on a fait une chatte exprès pour les donner. Donc voilà. Mais voilà, abonnez-vous. Et puis bah, on se donne rendez-vous très très vite pour les premières revues de ces JO. Ça y est. Oh wow. Allez, à la prochaine. Joyeux Hunger Games. Mask on, yeah, fucking mask on, bitch. Mask on, yeah, fucking mask on, bitch. Percocet, yeah, mommy Percocet, bitch. Chasing chicks, yeah, I'm chasing bitch, chasing. Photo made me, I drive anything, yeah. Buy my range, yeah.